Messieurs de la presse, bonsoir. Nous allons d'abord commencer par nous excuser parce que nous allons prendre l'heure de la diffusion du journal de la RTNC. Comprenez que c'est un sujet qui est important donc, pour les téléspectateurs à la maison. Nous veuillez donc nous tenir indulgence sur ce point. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Nous l'avons célébrée ensemble. La radio qui est les médias le plus suivis dans un contexte où certains de vos confrères ont leur matériel saccagé et pillé par le barbare du M23 et du Rwanda dans les localités sous occupation. C'était l'occasion pour nous de leur rendre hommage. Ce soir, comme nous l'avions annoncé précédemment, nous devions faire un briefing spécial avec le général du front médiatique. C'est lui qui seconde le président pour tout ce qui est diplomatie. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula Apala. L'idée ce soir, c'est de faire le point globalement depuis la signature du communiqué de Luanda, des différentes évolutions qu'il y a eu sur le front diplomatique. Vous avez vu le communiqué de Bujumbura. Il y a déjà eu les premières conséquences parce que les chefs d'état-major des différents pays se sont réunis à Nairobi. C'est évident que vous avez lu le communiqué. Donc ce soir, nous voulons, comme de tradition et sous la houlette du Premier ministre, faire le point de l'évolution des questions diplomatiques liées à la situation à l'Est et voir dans quelle mesure fonctionne la stratégie mise en place par le président de la République, lui-même, comme j'aime à le dire, commandant suprême de forces armées, mais aussi commandant du front diplomatique. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice de redevabilité. Il est important pour les communautés qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, que nous puissions ou que vous puissiez faire le point des différentes évolutions enregistrées dans le processus diplomatique que vous conduisez à la veille d'ailleurs de la tenue d'une session de l'Union africaine. Je vous remercie donc d'avoir trouvé ce moment. C'était assez chargé pour vous parce que vous devez déjà dans les prochaines heures voyager, mais merci de répondre au rendez-vous de la redevabilité. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos premiers mots introductifs pour nous dresser plus ou moins les tableaux de la situation diplomatique aujourd'hui par rapport à notre stratégie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, nous répondrons à quelques questions de journalistes ici présents. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le ministre de la Communication. Merci également à la RTNC pour ce rôle important qu'elle joue de manière à mettre l'opinion nationale à niveau par rapport à ce que nous faisons dans ce combat pour maintenir le dialogue entre la RDC et l'Ouganda de manière à ce que nous puissions avancer dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays et de manière générale dans la région des Grands Lacs. Au figuré aussi parce que finalement il n'y avait pas que la présence des chefs d'État concernés, mais aussi on a sorti un document commun, le communiqué final du mini-sommet qui a repris dans un chronogramme toutes les initiatives, toutes les actions, toutes les recommandations qui ont été faites par les deux processus. La phase qui devait suivre, c'est la mise en œuvre de ce chronogramme parce que nous considérons au gouvernement
que la question de la responsabilité de la crise sécuritaire que nous connaissons, la question de la matérialité, de la véracité des faits, ces deux questions ne se posent plus. Ce sont des évidences, elles se constatent, elles ne se discutent pas, tout simplement parce que non seulement il y a eu des rapports qui ont été rédigés par les mandataires attitrés des Nations Unies à travers le Conseil de sécurité. Je fais allusion ici au groupe d'experts. Il y a eu le premier rapport. Vous êtes des médias, vous savez qu'il y a un autre rapport qui vient d'être déposé il y a quelques jours, qui reprend les mêmes évidences, les mêmes preuves. Donc non seulement parce qu'il y a eu ces rapports-là qui mettent au grand jour la responsabilité du Rwanda et de ses alliés, les M23, mais également nous avons mis en place ce que vous avez, vous savez, ce dont vous avez entendu parler, je vous ai parlé de cela ici, un mécanisme ad hoc de vérification des allégations des uns et des autres qui est conduit par le général angolais, le général Joao Nassone, assisté par un officier de transmission congolais, le général Sassa, et je suppose un officier de liaison rwandais. Il y a également évidemment le mécanisme élargi de la CIRGL qui existe, mais il y a aussi la présence de la force régionale, et tout ce mécanisme nous permet d'établir effectivement si oui ou non il y a des faits criminels, si oui ou non il y a la présence rwandaise et la criminalité du M23. Donc là aussi, de notre côté, aujourd'hui, toute personne de bonne foi ne peut douter de ce que nous avons toujours dit, et nous avons publié par la suite, je parle de nous sur le gouvernement, le livre blanc qui établit aussi des faits, la qualification en droit international, et qui répond à des questions, sinon à des affirmations fallacieuses et mensongères du Rwanda, touchant aux fameuses, comme dit le chef de l'État, aux fantomatiques FDLR, des affirmations fallacieuses concernant le discours de la haine que l'on veut institutionnaliser, en tout cas attribuer aux institutions. Donc, en fait, de ce côté-là, le livre blanc a donné des réponses et il a réaffirmé, je le dis encore une fois, devant la communauté nationale et internationale, le Congo ne veut jamais la guerre à personne. Le Congo, son chef d'État, son excellent fils Antoine Tshisekedi Tshilombo, son gouvernement, son parlement, je parle des institutions politiques, nous sommes tous ouverts au dialogue, interne et externe, mais à condition que ce soit un dialogue de la vérité, de la sincérité, un dialogue constructif. Ça ne fait pas de doute, mais pas un dialogue forcé avec les armes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Les vrais problèmes qui se posent maintenant, c'est la mise en œuvre du chronogramme du mini-sommet de Luanda, qui, comme je me répète encore, est la synthèse de tout ce qui a été proposé. Et j'ajoute, et ce chronogramme a été approuvé, non, que dis-je, ce n'est pas approuvé parce qu'il n'y a pas une procédure d'approbation, a été soutenu et est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. J'étais à New York, sur instruction du président, c'est comme ça, vous m'avez suivi au Conseil de sécurité, à l'Union africaine, des déclarations ont été faites, à la SADC, j'étais à la SADC il y a quelques jours, tout le monde soutient le chronogramme, la feuille de route du mini-sommet de Luanda. Mais où est le problème? C'est que, comme à leurs habitudes, les M23, le Rwanda, le parrain, qui porte à bout de bras son bébé, ont toujours considéré qu'ils n'ont rien à faire avec la communauté internationale, qu'ils n'ont rien à faire avec tous ces accords, même signés par eux, parce que Luanda
N'oubliez pas tout de même qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères, M. Biruta, qui représentait le président Kagame. Et ils ont repris, ils ne se sont pas retirés. On a fait des simulacres de retrait comme si nous étions des grands enfants à qui on brandit une banane qu'il ne mangera jamais ou, comme on dit en langage courant, on nous jette de la poudre aux yeux. On y reviendra, il y a eu des vérifications, tout cela c'était du bluff. Et en plus de cela, on a tué à Kichiché, on a fait des offensives avec comme finalité d'arriver à Goma et de faire davantage de la surenchère. Et il y a eu Bujumbura. Je voudrais rappeler aux médias, aux hommes et aux femmes des médias que vous êtes, que quand vous lisez le communiqué final de Luanda, il est prévu, parce que c'est d'actualité, que à l'issue d'une certaine période de mise en œuvre du communiqué, les chefs d'État devaient se retrouver à Bujumbura. Pourquoi Bujumbura? Parce que le président en exercice de l'EAC, c'est le président Ndayishimiye de Bujumbura. C'est comme ça que ça s'est fait. Ils devaient se retrouver pour faire l'évaluation. Bien sûr qu'ils se sont retrouvés à Washington. On a eu une évaluation, mais avec l'accélération de l'agressivité et de la criminalité du Rwanda et du M23, il était apparu absolument nécessaire qu'on fasse l'évaluation, d'autant plus que, à lire toujours le communiqué final de Luanda, vous trouverez que s'il y a résistance du côté de M23 à s'exécuter, on passerait à la phase, si vous voulez, offensive pour contraindre le M23 à dégager. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Bujumbura, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, ça doit avoir été le samedi 4 de ce mois de février. Nous étions là, on a discuté. Je vous épargne du factuel pour aller à l'essentiel. Il y a eu un communiqué qui est sorti qui ne reflétait pas les débats, en tout cas qui ne reflétait pas notre point de vue, on va en parler. Et nous avons fait, j'ai fait, avec l'autorisation de M. supérieur hiérarchique, un communiqué au nom du gouvernement pour recadrer ce qui a été décidé. Maintenant, quel est l'horizon? Nous avons la semaine prochaine une série de rendez-vous à Addis Abeba, dont une rencontre, encore une fois, je voudrais résumer comme ça, processus de Luanda, processus de Nairobi, c'est-à-dire qu'il y aura le 17, la semaine prochaine, le 17, ça doit être le vendredi, dans l'après-midi, une rencontre du genre mini-sommet de Luanda, le président Lourenço, le président Ndayishimiye, le président Tshisekedi, bon j'espère que le président Kagame sera là, le président honoraire Uhuru, le président Ruto, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire. Bon, il y a la série de réunions de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité, Conseil exécutif qui réunit les ministres des Affaires étrangères, la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour nous, la RDC, je le dis avec l'autorisation du chef de l'État et du Premier ministre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de voix, et c'est clairement dit, comme de l'eau claire dans un verre clair, dans le communiqué que j'ai signé, il n'y a pas autre voie que d'appliquer avec rigueur, j'allais dire à la lettre, virgule après virgule, point après point, la feuille de route conjointe Nairobi-Luanda qui a été acceptée par les chefs d'État concernés le 23 novembre et, si vous voulez, soutenue par la communauté internationale. Notre ligne, et c'est là, on ne doit pas la modifier. Je venais d'envoyer à la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies une correspondance le samedi pour revenir sur ça, pour réclamer également qu'on examine le rapport de la commission du groupe d'experts, pas celui qui vient d'être déposé maintenant, mais celui qui a été déposé parce que nous avons demandé, on l'a distribué officiellement, on y reviendra, ça ne se comprend pas qu'un document
distribué officiellement ne soit pas discuté, qu'on l'examine et qu'on tire toutes les conséquences, notamment en infligeant des sanctions collectives et individuelles et des sanctions à l'État du Rwanda, à tous ceux-là qui se permettent de fouler aux pieds le droit international, d'agresser notre pays et de martyriser le peuple congolais. Et dans tous les cas, nous répondrons en temps voulu et nous continuons notre combat. Nous sommes sûrs que tous les Congolais sont engagés dans ce combat. Je suis à votre disposition avec mon collègue. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de ce rapide rappel du processus. Nous allons ouvrir les balles de questions. Nous souhaitons de questions claires, précises et concises pour nous permettre de répondre de manière claire aussi et rapide. Nous commencerons par Monsieur Patient Ligodi. Merci pour la parole. Patient Ligodi pour Actualité.cd RFI. Monsieur le ministre, le SOFA signé entre la RDC et l'EAC dans le cadre de la force régionale a été signé justement en septembre pour 6 mois, renouvelable. On est déjà au mois de février. Est-ce que ce SOFA-là va être reconduit? Est-ce qu'il y aura des discussions ou bien ça sera reconduit automatiquement? Est-ce que les termes de ces SOFA-là vont être rediscutés? Sachant que nous, comme vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas d'accord par rapport notamment au dernier communiqué de Bujumbura et par rapport à la question sur le mandat de la force régionale. La deuxième question, c'est celle de savoir, il s'est murmure notamment la possibilité d'avoir une coopération militaire bilatérale avec le Kenya pour permettre notamment aux forces kenyanes de pouvoir être le plus offensives. Est-ce que c'est une option que vous envisagez? Et puis peut-être pour terminer, est-ce que vous confirmez ces nouveaux calendriers de déploiement de la force régionale? Est-ce que ça commence avec notamment cette répartition qu'on a vue qui est contenue dans le rapport contenue dans les rapports de la dernière réunion les chefs des armées. Les chefs des états-majors généraux des armées de la force régionale. Merci beaucoup. Bien, voilà. Le SOFA. Si le SOFA est à durée déterminée, avec clause de reconduction éventuelle, signifie qu'il faut évaluer. Mais dans la vie contractuelle normale, nous allons évaluer le SOFA sans complaisance. Et je peux le dire, que s'il est cher, qu'il faut y mettre fin, on n'hésitera pas à y mettre fin. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne travaillons pas dans cette perspective-là. Notre perspective, c'est de requalifier, de requinquer le SOFA. Nous allons, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en fait un accord qui définit les règles d'établissement, les règles de personnalisation et ainsi de suite. Même avec la MONUSCO, nous avons un tel accord. Donc, je disais que nous ne sommes pas dans la perspective d'une revocation ou de la fin du SOFA, quoique dans l'analyse, on peut être pessimiste, mais dans l'action, nous voulons être optimistes. Mais on dit, vous le savez, Salus Populis Suprema Lex, c'est le président de la République qui le dit souvent dans ses interventions. S'il s'avère, et il faudra qu'on se comprenne bien avec nos partenaires, que ça n'a servi à rien, on ne va pas se créer des problèmes. Nous avons besoin de solutions rapides. Nous avons besoin de travailler pour le développement de notre pays. Nous avons besoin d'avoir de bonnes élections. Nous avons besoin d'avoir la paix dans notre pays. Mais tous ceux qui ne contribuent pas à la paix, ça ne sert à rien de garder. Ça, je peux vous le dire. Mais encore une fois, je répète ça pour la 3e fois, nous ne travaillons pas dans la perspective de mettre fin un peu en queue de poisson en catastrophe, le SOFA. Et donc, la force régionale. Et coopération bilatérale. Le multilatéralisme régional dans lequel nous nous trouvons, il n'est jamais dit quelque part qu'on exclut la coopération bilatérale avec le Kenya ou avec tout autre pays qui peut apporter une contribution positive à la fin des aventures
criminel de notre voisin qui aurait dû être un pays frère mais qui se positionne en ennemi, hélas, tous ceux qui peuvent aider, nous pouvons travailler. Si nous estimons, je conditionne, parce qu'on ne peut pas faire de proclamation, d'automatisme comme ça, un peu dans l'irrationnel. Si aujourd'hui, il apparaît que le bilatéral avec le Kenya est plus efficace que le multilatéral, dites-moi pour quelle raison on refuserait. Il n'y en a pas. Donc, tout est ouvert. Les rapports... Comment? Avec le Kenya, vous discutez déjà. On n'a pas encore commencé. Et les rapports de la réunion des chefs d'état-major, je viens un peu de découvrir les conclusions, mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. Et Patrick Mouyaya, mon collègue le ministre, sait que c'est le deuxième coup qu'on nous fait. Bien sûr. On se met d'accord et on s'amuse à sortir des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, soyez rassurés que nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Alors, un petit complément sur cette question. Il faut situer la réunion des chefs des armées dans la suite de la réunion de Bujumbura, voilà. Et qu'il était question pour eux de revoir, parce qu'ils vous souvenez qu'il y avait un plan de retrait qui avait été initialement approuvé au regard de la dégradation de la situation et de l'urgence d'agir. Je pense que les différents chefs d'état-major général, si vous lisez le rapport de la réunion qui est sorti, sont revenus sur le principe que le vice-premier ministre a rappelé tout à l'heure, les cessez-le-feu, d'abord pour permettre de canaliser le retrait du M23, le renforcement ou l'établissement d'un service de monitoring et de vérification, le retrait en même temps les déploiements de la force régionale, tel que marqué dans ce qui avait été convenu, et surtout la protection des civils et leur retour de localités qui étaient sous occupation. Je pense que c'est des principes que nous connaissons, et vous savez, et vous savez, évidemment, il y a le calendrier, ça fera peut-être l'objet d'un briefing le moment venu avec le porte-parole de l'armée, parce que c'est plutôt des questions opérationnelles, mais il y a un calendrier qui avait déjà été fait. Donc nous, ce n'est pas une nouvelle particulière, parce que ce que nous attendons voir, c'est le respect de ce qui a été convenu par les chefs d'État à Luanda, et ce qui s'est passé avec le chef d'état-major n'est qu'une voie, et on attendra, on reviendra dessus. On va prendre la prochaine question des innocents, les gars. Monsieur le ministre, allez-y, allez-y. Il y a deux précisions qu'il faut apporter parce qu'il y a la confusion entretenue volontairement et notamment par les dirigeants rwandais. Cessez le feu. Nous n'avons pas changé de iota notre compréhension du terme cesser le feu. C'est le cesser le feu qui doit s'entendre de ce que les M23 et le Rwanda doivent déposer des armes au Congo, doivent cesser d'attaquer les FARDC et la MONUSCO. C'est clair pour nous, c'est blanc comme neige. On ne peut pas vouloir, par l'expression cesser le feu, dire que les FARDC
armée régulière, force de la République, ayant des prérogatives, mieux, des obligations qui touchent aux compétences régaliennes de l'État, notamment la défense du territoire national, la défense des institutions constitutionnelles, la défense des citoyens. On ne peut pas dire que les FARDC croisent les bras et regardent faire, regardent détruire la République et la nation. Ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Il est clair aussi, je voudrais rassurer tout le monde, que nous ne sommes pas de va-t-en-guerre et que donc, si effectivement les M23, les forces de défense rwandaises cessent d'attaquer, se retirent, disons les choses clairement, on ne donnera pas raison de faire de la provocation. Mais notre droit, notre devoir de défendre la République et les citoyens, nous l'assumerons totalement. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et une autre précision, c'est le mandat de la force régionale. Parce que j'entends, même dans les médias internationaux, on fait la confusion délibérément. Il y a des petites nuances. Non, mes chers amis, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire les communiqués des conclaves du mois d'avril et du mois de juillet, conclave qui a réuni d'abord le président Kagame du Rwanda, le président Tshisekedi de la RDC, le président Kenya à l'époque, Uhuru Kenyatta, le président Ndayishimiye du Burundi, et non, Ndayishimiye est venu après. Relisez ces communiqués, c'est clair encore, c'est blanc comme neige. La force régionale a un mandat offensif. Et je demande à quiconque de me produire un document contraire qui, dans son écriture et dans son esprit, ne dit pas cela. Processus politique, je fais remarquer que pour le processus politique, nous sommes le seul à avoir appliqué le processus politique. Le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déplacé à Nairobi la première fois pour parler à tous les groupes armés. La deuxième fois, il a envoyé, c'était sous la supervision, la médiation du président Uhuru, l'ancien président. Avant cela, il y a eu la descente sur les lieux à l'intérieur et on a parlé avec au moins 54 groupes armés. Mais de l'autre côté, du côté du Rwanda, je voudrais qu'on me dise un seul instant s'il y a eu même une seconde de dialogue politique entre le président Kagame et tous ses opposants qu'on nous flanque à la figure comme si nous sommes des opposants rwandais, nous sommes en démocratie ou comme si nous sommes une industrie pour produire des FDLR. Pas du tout. Donc nous sommes les seuls. Nous sommes engagés là-bas et c'est étonnant qu'au niveau de la communauté internationale, on ne fait jamais allusion à ça. Le processus politique, le deuxième volet de Nairobi, j'insiste, relisez ces instruments juridiques, vous trouverez que je n'ai pas menti. Donc voilà les précisions que je voulais donner parce qu'on fait trop de confusion là-dessus. Nécessaire. Alors, Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le VPM, vous avez, lorsque vous parlez des mécanismes de suivi, cité le général angolais qui est à la tête, notre général qui est chargé des transmissions. Mais lorsque vous arrivez au niveau du Rwanda, vous supposez. Parce que je ne connais pas. Vous supposez. Vous voulez que je vous raconte des mensonges? Alors pourquoi la supposition au lieu de la confirmation? Si mon collègue de la communication a une idée, mais moi je ne connais pas. Je sais que bon, la médiation angolaise a demandé qui désigne, comme vous a demandé à nous. Mais comment voulez-vous que je cite le nom de quelqu'un que je ne connais pas? Ah non, attendez là, hein, je ne peux pas le faire. Donc on reste dans la supposition. Merci. Deuxième question, beaucoup de réunions, elles se suivent à tout moment. Est-ce que vous ne sentez pas, comme le peuple congolais, que
l'EAC est en train de flouer le peuple congolais parce que le M23 est en train de progresser. Et au ministre Mouyaya, bon, ce n'est pas la question du jour, mais on a vu un certain groupe de gens qui se réclament des journalistes manifester devant votre bureau. Il y a eu les journalistes Tweetmen qui ont enflé les réseaux sociaux, vous condamnant. Nous voulons que vous donniez la version correcte pour que l'opinion ne soit pas conditionnée. Merci. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, c'est une question subsidiaire à laquelle je réponds. Ok. Et assez floué. Je vous ai toujours dit, ici et partout où j'ai parlé, que le chef de l'État, le gouvernement, nous ne sommes pas naïfs. Et nous ne sommes pas faibles. Attendez, vous me donnez une occasion pour répondre à certaines critiques. Pourquoi sommes-nous allés à l'EAC? Allez, chers compatriotes, par où passe le flux des marchandises à l'entrée et à la sortie du côté de l'océan Indien pour la RDC? C'est Mombasa et Dar es Salaam, n'est-ce pas? Mombasa et Dar es Salaam, c'est quoi? C'est la Tanzanie. Et Mombasa, c'est le Kenya, Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Pays membres de l'EAC. Ils entrent dans une autre législation douanière. En fait, ils forment une communauté. Les règles vont être harmonisées, les mêmes partout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et sur ce point de vue, je vais vous dire que depuis qu'on a signé, je reçois de réclamations de beaucoup de compatriotes qui me disent « mais nous sommes là, mais nous, on n'a pas les mêmes facilités. Où est la carte, pratiquement le passeport EAC ?» C'est important. Deuxième raison, sur 9 pays voisins, 5 sont à l'Est. Je crois que tous les 5 sont membres de l'EAC. On peut s'exercer comme ça, il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Non, on n'a pas de frontière avec les Kenyans. Non, on n'a pas de frontière. Mais de toutes les façons, vous avez déjà... Oui, le Sud-Soudan, le Soudan du Sud, ça fait 5. Ce n'est pas un faux de hasard. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Alors, la frontière la plus longue du pays, c'est à l'Est. Ils sont dans l'EAC. Vous comprenez? Une autre raison. Parce que on parle de la sous-traitance, de notre sécurité. Chacun y va de son petit commentaire et de sa petite analyse, de son petit génie en politique étrangère. Tant mieux, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'idées. À partir du moment où nous acceptons, où nous disons que dans cette affaire, les centres, les maîtres de tout, c'est le Rwanda. Ok? Nous n'avons pas la compétence de parler avec le Rwanda, de convoquer le Rwanda. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, commençons par le commencement, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC. Même si on peut parler de l'Ouganda, c'est l'EAC. Évidemment, il y a les Nations Unies. Mais, à l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés au règlement de conflits. OK? À partir du moment où nous adhérons, ces instruments juridiques sont là, ils sont en vigueur. Donc, le seul espace de règlement du conflit, que nous souhaitons un règlement pacifique, où nous nous trouvons avec le Rwanda, à proximité, l'espace de proximité, c'est l'EAC. C'est l'EAC. La SADC, oui, c'est un espace de proximité, mais la SADC n'a aucune compétence vis-à-vis du Rwanda, sauf à entrer en affrontement. Alors, dans ces conditions-là, ça sont ce que nous voulons. Si c'est un conflit qui vient de l'extérieur, il faut traiter ce conflit aussi avec les instruments qui viennent de l'extérieur. Et lorsque l'EAC, en application du traité
portant ces statuts se saisit du dossier, qu'est-ce que nous faisons? On va dire non, 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 laissez ça. Mais nous avons adhéré. Vous comprenez? Alors maintenant, il reste la gestion. Il est clair que nous ne sommes pas naïfs. Il est clair que les ratés ne manquent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute force internationale contient en elle-même des faiblesses. Des faiblesses financières qui financent quoi? Mais plus important, des faiblesses de commandement. Parce que la force internationale, elle est multinationale. Chaque groupe ou chaque catégorie de troupes, les États contributeurs, gardent le mot à dire sur leurs troupes. Vous comprenez? Vous pouvez vérifier ça partout. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais ça saute à l'œil nu. Et donc, il peut y avoir des dysfonctionnements, des faiblesses. C'est pour cela que dans le communiqué de Bujumbura et même dans notre communiqué, nous avons parlé de pesanteurs. Tout à fait. Oui, qui si vous voulez, qui chargent, qui neutralisent comment dirais-je, la force régionale. De ce point de vue, disons les choses clairement, il y a quand même un arrière-goût de déception. Mais nous prendrons toujours les responsabilités. On l'a dit. Nous allons exploiter toutes les voies. En tout cas, nous ne serons pas à la base de la rupture de confiance. Soyez certains. C'est pour ça que je vous ai dit que nous n'envisageons pas la perspective d'une fin catastrophique. Bon, il faut des ajustements, on en a parlé. Bon, les militaires ont proposé, nous allons continuer à travailler. Et donc, effectivement, il y a des problèmes et il faut des ajustements. Mais encore une fois, nous n'allons pas nous laisser faire. Faites confiance au président de la République. Voilà, Innocent, je répondrai à votre question à la fin pour qu'on ne perde pas le fil des idées. On va prendre la question de Richard Chako et puis on viendra du côté de Benoît Niemba. Merci beaucoup, monsieur le ministre des médias. Monsieur le VPM, vous avez dit que pour la RDC, la seule voie, c'est la mise en œuvre ou l'application à la lettre de la feuille de route de Luanda. Et vous venez de déplorer d'ailleurs le semblant de retrait de 1,23 ou des Rwandais sur les territoires qu'ils occupent, alors que la feuille de route leur avait enjoint de se retirer. Je vais vous lire rapidement une disposition de la feuille de route de Luanda par rapport au déploiement des forces régionales dans les parties occupées par les 1,23. On dit si les 1,23 refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la CAE instruiront la force régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre. Quand est-ce que cela va se réaliser? Parce que vous avez déploré ces semblants. Au ministre et porte-parole du gouvernement, je voulais savoir votre réaction par rapport à toutes ces marches, ces villes mortes organisées dans la partie est du pays, Bukavu, Goma, où la population ne veut pas de la force régionale. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que vous pouvez aussi écouter quand même la voix de cette population-là, parce que à l'époque de la MONUSCO, il y a eu quand même des solutions. Au nom du principe, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, je crois qu'il faut que les choses soient bien claires à ces propos. Le président de la République est le porteur du mandat du peuple. La République démocratique du Congo, comme le VPM le disait tout à l'heure, a un rôle éminemment central, 9 pays voisins. Autant on appartient à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la SADC, autant nous appartenons à l'EAC, il y a des raisons qui ont été expliquées ici. Comme je l'ai dit, nous comprenons la colère et la frustration de nos populations qui payent le prix de la violence. Je pense que de ces points de vue, nous sommes sur une même longueur d'onde avec notre population. Deuxièmement, nous pensons aussi et nous sommes convaincus que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les problèmes. Parce que une chose est de manifester. On peut manifester parce qu'on veut manifester, mais une autre, dans un contexte à conflit ouvert avec les Rwandais, qui est doué particulièrement dans la mauvaise manipulation. Vous avez vu l'exemple de cette église qu'on a présentée comme une église d'une seule communauté. Après, je ne sais pas s'il existe une église où il n'y a que les seuls membres d'une communauté qui vont, parce que l'église est censée retrouver tout le monde.
lorsque nous agissons de cette manière, nous prêtons les flancs, nous ouvrons les champs à des choses qui peuvent devenir plus compliquées. Aujourd'hui, le peuple congolais veut une chose, la paix. Et c'est pour cette paix que nous nous sommes déployés sur plusieurs fronts. On a parlé du front diplomatique dont on parle, du front médiatique, du front judiciaire, parce que tout ce qui s'est fait là, les gens doivent payer pour ce qu'ils font, et du front militaire. Et donc, c'est dans ces cadres-là que nous travaillons à apporter la solution, qui est la paix. Et donc, aujourd'hui, le peuple a certes droit de s'exprimer. Nous avons les devoirs de les écouter, mais ici, nous sommes sur la même longueur d'onde. Je prends l'exemple justement de la discussion que nous avons vue sur les réseaux sociaux entre le président de la République, le président Ruto, le commandant de la force régionale, qui portait, parce que le président de la République lui disait justement, c'est que le peuple congolais ressent. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui évolue. Malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas toujours le temps que nous souhaitons, parce que nous voulons la solution aujourd'hui, ça prend du temps, mais on va demander au peuple congolais de continuer à compter sur le président de la République et sur la stratégie qu'il a mise en place qui nous permettra d'atteindre des résultats escomptés. Monsieur le vice-premier ministre, pour les questions qui vous concernent. Oui, je voudrais ajouter un mot dans ce que vous dites, monsieur le ministre de la Communication. Il faut faire extrêmement attention. Et il a bien fait de relever la capacité de manipulation du Rwanda et de ses dirigeants. Je m'adresse à la jeunesse du Nord Kivu, particulièrement à la jeunesse de Goma. Il faut faire extrêmement attention. Nous savons qu'on veut pousser le bouchon jusqu'à créer une crise entre la RDC et la communauté d'Afrique de l'Est. C'est pour cela que moi j'ai répété en disant que le scandale ne viendra pas de nous. Nous savons qu'on cherche à créer les conditions pour que ceux qui veulent prendre Goma, ils parviennent, ils veulent créer un boulevard. Je leur dis, au nom du président, au nom du gouvernement de la République, nous leur disons, mon collègue Mouya et moi, qu'ils se trompent. La République ne mourra pas à Goma. Il n'y aura jamais une tombe pour la République et pour la nation congolaise à Goma. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi du côté de nos partenaires. Je l'ai dit ce matin, depuis quelques jours, à ce que je reçois. Vous savez, une information que nous avons eue cet après-midi, je ne sais pas si Patrick Mouya l'a eue, mais vous avez vu dans les réseaux sociaux, on a amené à Addis Abeba des femmes qu'on supposait être des femmes congolaises du Nord Kivu, qui protestent, cherchaient dans les réseaux sociaux, en disant qu'il se prépare un génocide en RDC. Moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai appelé notre ambassadeur à Addis Abeba et je lui ai dit de vérifier tout cela, mais j'ai vu les images. Nous savons qu'on prépare des crimes pour mettre sous le dos de la RDC. L'armée l'a déjà dénoncé dans un communiqué. Très bien, très bien. Ah oui, oui, effectivement, vous avez raison. Parce que si vous regardez bien, on est aux abois quelque part, chez nos voisins. Quand on fait des points de presse chaque semaine à un niveau le plus élevé, ça signifie que, comme on dit chez moi, les fourmis sont sorties de leur tanière et commencent à mordre partout. Et vous comprenez ce que je dis. Alors, mes chers amis, nos jeunes, si le président a décrété l'état de siège, conformément aux articles 85 et 144 de la Constitution, ce n'est pas pour emmerder. Ce n'est pas pour tuer la démocratie. Ce n'est pas pour tuer la liberté. C'est parce que le Constituant a estimé qu'à un moment donné, il faut lire l'article 85. Je ne voudrais pas vous amener dans ces arcanes de droit
Parce qu'il faut à un moment donné sauvegarder, ne fût-ce qu'au minimum, l'ordre public, l'ordre social, et créer les conditions qui permettent à nos forces de défense de mieux s'organiser et d'opérer avec efficacité. Et donc, tout cela, parce que j'entends toujours dire, état de siège, même nos partenaires parlent de ça. Mais ce n'est pas pour rien qu'à l'Assemblée nationale au Sénat, on reconduit après tout, quelle est l'alternative à l'état de siège? On peut nous démontrer que l'état de siège a empêché ça et ça. Et donc, il faut comprendre ça globalement. Ne cédez pas à la tentation de vous piéger vous-même. Ne cédez pas à cette tentation-là. Ce que je voulais compléter par rapport à ce que mon collègue a dit. Parce que le danger, vraiment, il est réel. Il est réel. Il est réel. Goma est congolais, Rutshuru est congolais, Bunagana est congolais, tout est congolais là-bas, tout le monde sera congolais là-bas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, ce que vous avez dit sur la force régionale, vous m'avez complété heureusement, c'est-à-dire en fait, même dans ce document, le caractère offensif de la force régionale est réaffirmé. Effectivement, on ne se cache pas, ce qui se passe aujourd'hui, ça trouble quelque part. Et c'est pour ça qu'à Bujumbura, le président a été ferme par rapport à ce que je vous ai dit. On ne négocie pas avec des terroristes. J'ai eu à vous dire ici pourquoi nous appelons les 1-23 des terroristes. Nous sommes ouverts au dialogue. Le président est à la disposition de tout le... On ne peut pas se réclamer de la congolité et ne pas considérer qu'il y a une constitution et un chef d'État qui est à votre disposition pour vous protéger, pour, si vous voulez, faire en sorte que vous puissiez jouir de vos droits. De toutes les façons, ce n'est pas Tshisekedi qui a créé la situation actuelle. Ce n'est pas Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, nous n'allons pas aller dans cette perspective-là. C'est pour cela que là-bas, nous avons insisté sur le caractère offensif et ce repli dans le communiqué du gouvernement que j'ai signé. C'est pour cela que dans ce qu'il y a là-bas, vous voyez, parce que il faut toujours, je l'ai toujours dit, suivre l'idéal en maîtrisant le réel. Le réel aujourd'hui, c'est que le chronogramme de Luanda n'a pas été respecté. On ne va pas dire qu'on fasse un retrait à la date du 25 novembre. C'est complètement de l'année dernière, irréaliste. Donc il y a un nouveau chronogramme. Nous sommes vigilants et nous allons suivre ça. Donc, d'un mot, nous ne sommes pas d'accord, nous n'acceptons pas ce qui a été fait et nous ne sommes pas les seuls, parce que même la communauté internationale a condamné le fait que l'M23 ne se retire pas, le fait que le Rwanda ne respecte rien. Lisez la dernière déclaration de l'Union européenne, je crois, du 31 décembre. Vous trouverez cela et maintenant, il faut passer sur le terrain de l'action. Nous n'allons pas toujours donner l'impression que nous sommes de grands constructeurs de murs de lamentation. Non. On va prendre la prochaine question. Benoît Niemba, et puis on prendra les deux dernières pour terminer, parce qu'il faut libérer pour le journal. Excellence, VPM, je vais poser une question, je vais paraphraser vos mots. Vous avez dit que c'est la deuxième fois que vous ayez le coup sur le communiqué final après le réunion de chef d'État. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'RDC participe vraiment à cette communiqué final? Quel communiqué final? Vous avez parlé vous avez répondu à Patient. C'est la deuxième fois que vous ayez un coup sur le communiqué final fait par le secrétaire général de l'EAC. Voilà. Est-ce que le Congo participe à cette... Est-ce que la RDC participe à cette rédaction de communiqué final? Deuxième question, une partie a été répondue. Ça fait beaucoup de temps que cette force la force régionale est déjà à Goma et l'M23 continue toujours à attaquer et cette force ne se bat pas contre de la RDC, de FARDC. Pour l'instant, cette force régionale fait quoi à Goma exactement? Communiqué final, il y en a deux. Celui de Chamalchek, Patrice Mouya est là, en marge de la communication. Nous étions là. Et nous avons fait des remarques.
il nous a été rassuré que la version qui va sortir sera corrigée, notamment sur la question de cessez-le-feu. Tout à fait. Qui n'a pas été notre surprise très désagréable de voir que le secrétaire général de l'EAC, M. Matouki, en a fait de sa tête. Je suis ministre des Affaires étrangères, je parle, on va lui rapporter, il va dire qu'il cesse de faire ça. Nous sommes à Bujumbura. Je vous ai dit, on risque de faire la répétition. Pour nous, l'ouverture au dialogue interne et externe, mais je vous ai dit ça, il y a un environnement qu'il faut créer. L'environnement qui permet la calmie, la sérénité et le retour de la confiance. Ça ne sert à rien de donner l'impression de faire des pièces de théâtre. Vous ne pouvez construire une perspective de paix que s'il y a confiance mutuelle et engagement ferme. Regardez, Éthiopie, entre le gouvernement central et les autres du Tigré. Ils ont conclu. Parce qu'il y a eu déjà la confiance, il y a eu la sérénité. Et pour nous, la condition, les climats de confiance, cessation des hostilités, j'ai déjà développé ça, retrait, retour des compatriotes à leur domicile et, comme on a dit, PDRCS. Et là aussi, nous réitérons notre appel à tous ceux qui se sont engagés à financer des programmes, de respecter les engagements, bien sûr, nous-mêmes, on est là. Et je peux même dire que s'il y a des ajustements organisationnels qu'il faut faire dans le programme PDDRCS, les chefs de l'État s'y attellent. D'ailleurs, vous savez qu'on a déjà commencé, on avait déjà installé, je crois, le comité provinciaux. Tout à fait. Vous voyez. Donc, par rapport à votre question, sur ce point-là, pour nous, les choses sont, encore une fois, claires. Il n'y a pas à redire par rapport à votre préoccupation. Je ne sais pas si j'ai oublié un élément, je crois que c'était essentiellement sur les communiqués et sur l'avenir, si vous voulez, de la force régionale. Elle ne fait rien. Et alors, j'ai dit tout simplement, elle n'a pas encore satisfait à nos attentes, elle n'a pas encore rempli sa mission comme convenu, et il faut qu'elle remplisse cette mission-là, sinon elle ne servira à rien. Elle ne servira à rien. Voilà, et c'est l'institution qui va se décrédibiliser. On va prendre deux questions, et puis on prendra une question en anglais de Madame Amunazo, et puis on va terminer. Blaise Aïnda, venez déjà, comme ça on prend les deux questions en même temps pour être sûr que nous avons bien géré les temps. Allez-y, Dadi. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez effleuré l'aspect financier en ce qui concerne la force régionale. Je me souviens, lors d'une interview avec vous dans votre bureau, les déploiements de cette force étaient retardés parce qu'il fallait en même temps des contributions. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire combien la RDC dépense en termes de contributions pour cette force, parce que les Congolais attendent quelque chose de cette force. Et proportionnellement, les autres pays membres de l'EAC dépensent combien? Et le financement total de cette force jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qui est prévu? Merci, pour que les Congolais comprennent. Le problème de financement, il y a eu des annonces, mais allons sur le terrain de réalité. Jusque-là, les pays qui ont contribué ont donné chacun, je crois, $1 million. Nous avons contribué. Nous avons donné un montant substantiel qui a permis que les militaires kenyans soient là. Les autres, c'est venu après. Lorsque nous, on a donné le coup de main, il y avait le Sénégal qui a donné $1 million et l'Angola $1 million. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas avec ça qu'on peut déployer. Donc nous avons donné une contribution très substantielle. Ça, il faut être sûr. Il peut en être autrement. Il peut en être autrement. C'est nous qui devons prendre le devant, le leadership de ce point de vue et on s'organise convenablement. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Et là, le montant global, je crois que ce n'est pas moins de 100 millions pour 6 mois. Parce que
ça doit se reprendre si on continue. Monsieur le ministre, la FIFA a interdit la Russie de participer à la Coupe du Monde après ce qu'elle qualifie d'invasion en Ukraine. La République démocratique du Congo va accueillir dans plus ou moins 5 mois les Jeux de la francophonie. Est-ce que la RDC va accueillir les athlètes rwandais ici à Kinshasa? Deuxième question, monsieur le ministre Mouyaya. Après la réussite de la visite papale, à quand un briefing sur les Jeux de la francophonie? Merci. FIFA. Merci. Écoutez, c'est la fête de la jeunesse. Ça, c'est la francophonie qui organise, qui parraine le tout. Les Jeux de la francophonie, c'est une institution de la francophonie. Donc, s'il y a décidé, ça se déciderait à ce niveau-là. S'il y a décidé, le Rwanda a un mot à dire. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'il y a des séminaires qui s'organisent dans le cadre de l'EAC à Kigali, je crois à partir de... Nous sommes aujourd'hui de lundi, hein? Lundi. Je crois à partir de ce lundi. Mais je vous apprends que nos 9 députés de l'Assemblée législative de l'EAC ont refusé d'y aller et nous sommes d'accord avec eux. Le compromis qu'on a trouvé, Jean-Bertrand Ewanga avec ses amis, ils sont à Nairobi, ils suivent ça par vidéoconférence. Ils ne font pas aller dans un pays qui est hostile au nôtre et surtout qui l'agresse pour le bloquer, pour l'occuper. Voilà, donc à chacun de prendre, il appartient à prendre ses responsabilités. Voilà. Alors, sur votre question, je répondrai quand je répondrai à la question d'Innocent. Monsieur Blaise Aïnda, rapidement s'il vous plaît. Rapidement, Monsieur le Ministre, c'est par rapport à ce rapport que l'on a envoyé auprès des Nations Unies, du moins la correspondance faite auprès du Conseil de sécurité pour que finalement, que le rapport portant sur les affres qu'a connu la République démocratique du Congo soit sanctionné. Je voudrais poser une question à Monsieur le ministre Mouyaya. Qu'en est-il de ces groupes d'autodéfense populaire qui sont d'une certaine manière magnifiés dans l'est du pays? Et bon, on nous accuse aussi d'une autre manière aussi d'être ces gouvernements qui financeraient les groupes armés pour essayer de contrer la rébellion du M23. Alors une petite question au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, si vous le permettez. Le président Uhuru Kenyatta, selon certaines indiscrétions, qui est désigné comme médiateur par le président Ruto, il semble qu'il passerait dans l'opposition. Est-ce que cela ne pourra pas avoir une incidence sur ces processus? Merci beaucoup. Alors, à votre question, parce que ici, il faut que je rappelle 2-3 choses pour que cela soit bien clair. Que veut le Rwanda? Ou qu'est-ce que le Rwanda nous reproche? Il nous accuse de soutenir ou d'héberger des FDLR. Ce qui est totalement faux. À travers les livres blancs, nous avons démontré que les FDLR ont toujours été de tout temps combattus, parfois avec eux, parfois nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, aujourd'hui, le Rwanda, de dire qui dirige les résidus de ces groupes qui tuent d'abord les Congolais. Les FDLR, pour nous, est une force, c'est des forces négatives que nous devons combattre. Et c'est évident, nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est un prétexte fallacieux qu'utilise régulièrement le président Kagame pour justifier sa stratégie de pillage à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré de manière claire. Deuxièmement, les troupes rwandaises qui opèrent avec les M23, c'est eux qui ont commis les massacres de Kishiché. Parce que d'après les témoignages recueillis notamment par les Nations Unies, les assaillants parlaient anglais. C'est évident. Comment voulez-vous vous présenter, vous, comme protecteur d'une communauté, en massacrant les membres d'autres communautés? C'est établi. Il y a les différents rapports de Human Rights Watch récemment, du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, du Barza intercommunautaire établi par les communautés de ce qui s'est passé à Kishiché, de ceux qui ont été ciblés. Alors, lorsque le massacre se passe à Kishiché ou à Bambo, une zone entièrement sous occupation du M23, qui viennent pour piller, qui viennent pour faire du mal. Et lorsque les compatriotes qui sont attaqués dans leur logis se décident de répondre par légitime défense
De même, je vous ai donné un cas précis circonscrit. Ont-ils tort de vouloir défendre leurs terres? La réponse est évidente. Deuxièmement, pour les Rwandais, il y a déjà un génocide en cours en République démocratique du Congo, mais ils ont oublié ce qu'ils ont, eux, déjà commis à Kishiché. Nous les documentons, on a parlé du front judiciaire. Nous irons jusqu'au bout sur ces registres. Dites-moi, ça s'est produit où? Eux, ils ont connu les génocides de triste mémoire pour toute l'humanité. Mais ce génocide est arrivé parce qu'il y avait des comportements, il y avait des discours. Dites-moi à quel moment vous avez entendu le président de la République, ou le porte-parole du gouvernement, ou le ministre des Affaires étrangères stigmatiser le membre d'une communauté? Nullement. Alors, on commence à chercher des peaux sur nos têtes, parfois sans cheveux. Les forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec les groupes armés, etc. Mais n'oublions pas que notre armée combat les groupes armés depuis. Et donc aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. Lorsque eux, ils essuient de tirs ou des attaques des patriotes parce qu'ils sont attaqués dans leur communauté, ce n'est pas d'abord le fait de l'armée, non. Nous sommes ici tous, on est mobilisés. Lorsqu'on vous attaque par des assaillants qui viennent dans l'intention de tuer, que vous pouvez vous défendre, c'est de la légitime défense, tout le monde doit le comprendre. Et que pour le président de la République, la ligne est claire. L'armée ne peut pas collaborer avec les groupes armés qu'elle est censée combattre. Le VPM l'a dit ici, l'une des priorités, en tout cas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, il y avait un processus politique. Et nous, on a rempli notre agenda. Et les groupes armés congolais qui étaient en tout cas pas manipulés par le Rwanda, comme on voit avec les M23, ont souscrit au processus. Il y a eu 3 phases. Il y a eu le président Kenyatta ici, il y a eu Serge Chibangu dans les Kivu partout, et il y a eu la phase de Nairobi. Aujourd'hui, tous se sont accordés pour déposer les armes et rejoindre le processus de DDRCS. Mais il y a une question qui soulève et qui est pertinente. Faut-il que nous déposons les armes ou que nous cessons de défendre notre pays lorsqu'on est attaqué? Et donc, vous voyez, il y a une nuance qu'il faut faire dans tout ce qui est dit, mais ici, autant nous, gouvernement, on est déterminés à défendre la patrie, autant des compatriotes sont déterminés à défendre la patrie. C'est pour ça qu'il faut que très vite, on règle le problème principal qui exacerbe tous les problèmes que nous dénonçons. C'est l'agression rwandaise, à travers les M23. C'est une guerre inutile qui aura beaucoup de conséquences, parce qu'il faut se poser la question de ce qui restera. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont fortement interpellé, des enfants congolais jouant avec des armes et désignant les Rwandais comme ennemis. Le président Kagame n'a aucune conscience de ce que nos pays seront dans 20 ans. L'esprit qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui, de par son attitude inutilement belliqueuse, risque d'avoir des conséquences sur les relations congolaises et rwandaises pour l'avenir, parce qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous l'assumons, et nous l'assumerons jusqu'au bout pour que la paix revienne de manière définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, je ne sais pas si vous avez un complément sur cette question. Non, je sais peut-être dire quelques mots sur l'FDLR et le discours. Vous avez tout dit et nous avons tout mis dans le livre blanc. Je réitère la demande formulée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 septembre de l'année dernière, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. En effet, le président a dit notamment que la RDC demande à tous ceux qui, organisations internationales, organisations non gouvernementales, groupes d'individus, l'État rwandais, à tous ceux qui savent que véritablement il y a des FDLR ici et qui connaissent les leaders des FDLR
Où sont-ils de nous le communiquer? La RDC est prête à s'engager en pareille circonstance, si cela est vrai, à déraciner les virus du FDLR qui enveniment les relations avec le Rwanda. Le président de la République n'a jamais refusé que notre pays s'associe à une perspective d'éradication de groupes armés. La preuve, c'est le processus de Nairobi avec tout ce qui est prévu. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, ni partenaire bilatéral, ni partenaire multilatéral, encore moins le Rwanda, personne n'est venu nous donner les éléments pour dire, vous parlez trop sur la RTNC, sur les radios privées, Top Congo, d'autres radios, même là-bas au Kivu. Il est passé tel jour à telle heure, un responsable de FDLR qui a menacé le pouvoir rwandais, qui a proféré des injures. À l'époque, il ne parlait même pas au Congo, il parlait à l'extérieur. Nous attendons, je m'adresse à la communauté internationale. Nous sommes prêts à nous associer à cette initiative-là. Et c'est pour ça que nous avons accepté, parce que les gens oublient souvent, le mandat de la force régionale, c'est d'éradiquer tous les groupes armés. Donc, là, qu'on cesse d'induire les gens en erreur, je ne reviens pas sur le passé, le Rwanda était ici, commandant en chef, chef d'état-major de l'armée, avec le RCD pendant 2 ans, ils ont administré un territoire, le président Kabila a autorisé, nous-mêmes ici, il y a eu des accords, et d'ailleurs, comme dit le ministre de la Communication, c'est nous qui avons combattu le FDLR. Et j'ai demandé aux interlocuteurs étrangers que j'ai reçus pendant la semaine passée et même aujourd'hui, je leur ai dit qu'il faut avoir de la rigueur dans l'analyse des faits qui vous sont reportés. Parce que les partenaires ont l'habitude de faire de l'équilibrisme. Ça, c'est un équilibrisme de mauvaise loi, et je me rappelle quelque part en Italie, le président Tshisekedi, il a dit à un de ses collègues, même l'arbitre qui doit être neutre, sa neutralité l'oblige à punir le joueur qui a mal fait le jeu, n'est-ce pas? Il a dit. Maintenant, le discours, c'est très important ça. Si en Afrique, chaque État estime que d'après lui, une communauté apparentée à ses citoyens serait en danger, il doit intervenir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez par exemple le cas de Pulse, en Afrique de l'Ouest. Ils sont dans beaucoup de pays. Si aujourd'hui la Guinée estime que le Pulse, qui sont par exemple au Sénégal, je ne sais pas où, d'après elle, ils sont menacés, je dois intervenir. Mais c'est dans toute l'Afrique, ça va être une conflagration. Et le droit international, on en fait quoi? 3. Je m'adresse à tous ceux qui sont concernés par ces discours. Les problèmes de Congolais, qu'ils soient tantampions ou comme on nous dit rwandophones, ne seront résolus qu'au Congo par ces institutions et par les Congolais eux-mêmes. Les interventions du Rwanda en RDC, parce que maintenant le discours que l'on tient maintenant, on appuie trop sur cette histoire de xénophobie. Mais ce sont des interventions dangereuses parce qu'elles dressent les communautés. Et comme dit le ministre de la Communication, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je m'adresse à tous nos compatriotes qui voudraient comprendre ça. Qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Hutu, qu'ils soient Hundu, qu'ils soient Mouchi, ou je ne sais pas moi, et même à nous tous les Congolais, parce qu'il n'y a pas de Congolais, je ne sais pas, Mouchi, Tutsi, tout ça là. Lumumba disait que la nation congolaise est composée de chaque Congolais pris individuellement. La nation congolaise, d'après Patrice Lumumba, notre héros national, ce n'est pas un rassemblement, une sorte d'amalgame de tribus, c'est chaque Congolais pris individuellement compris la nation congolaise. Donc, on plante le décor,
on détruit la cohésion nationale, on sacrifie certains de nos compatriotes, parce que ça finira la guerre. Nos compatriotes que l'on prétend défendre n'iront jamais là-bas. Ils resteront au Congo. Il faut que tous les Congolais fassent attention. Ne cédez pas à ça. Et aujourd'hui, je m'adresse aux partenaires extérieurs. Est-ce que vous savez qu'il y a une commission chargée de la révision des frontières entre le Rwanda et la RDC qui est créée au Parlement rwandais? Vous le savez. À supposer que cela a été créé chez nous, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Vous voyez pourquoi le président de la République, dans son discours devant le corps diplomatique, disait que hier, aujourd'hui ou demain, aucun Congolais, aucune génération n'acceptera qu'un seul, il a dit, centimètre carré ou mètre carré là, centimètre carré soit cédé à qui que ce soit pour établir une colonie d'exploitation ou de peuplement. Voilà le sens profond du discours du président. Et je dis à la communauté internationale, il faut voir les choses au loin. Qu'est-ce qui va se passer demain avec ce que le Rwanda fait, donner aux autres Congolais qu'il y a des compatriotes qui, eux, sont protégés par un État étranger? Et comment on peut protéger des citoyens d'un pays en agressant son pays? Est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Je voudrais que tout le monde comprenne ça, et nous, les Congolais, et la communauté internationale. On massacre d'autres communautés sur le prétexte d'en protéger une. On va prendre la dernière question en anglais de Madame Pamela Amunazo. Thank you, Mr. Mayor. I have a problem with my voice, so sorry for that. According to what we can see today in the east of the DRC, it's like Nairobi, Luanda, Bujumbura meeting, all this process failed. So do you think don't you think that it's time for DRC now to leave the community, I think to leave Eastern Africa community and fight against M23 alone? Okay, thank you for your question. I think, unfortunately, he was saying it in French. But the prime, no, I think he speaks English, so we can understand what you are saying. I'm a beginner in English. I was answering you that the Vice Prime Minister just explained the reason why the President Tshisekedi decided to bring DRC in the Eastern African community. It's because we have, the country is in the heart of Africa. 5 or 4 or 9 neighbors are in the eastern part of the country, and there is a lot of transaction or economy between DRC and the people of those respective countries. But this one is commercial. I'm talking about war. I'm coming to that. That was the beginning. And when the President Tshisekedi decided to join the Eastern African community, there were those meetings called conclave, where the DRC candidacy was examined by the all countries. And they all agree that there is a need for us to join DRC to stop the insecurity we are having in the eastern part of our countries. Why we have insecurity? Why those countries decide to join DRC to stop those situations? First, because the reason why we have insecurity is because of some of those people who come from Rwanda, FDLR, people who come from Burundi, Red Tabara, people who come from Uganda, ADF. So, tackling all those questions require a collaboration between countries. And the example is what we are doing with Ugandans by fighting ADF. That's what we are doing with Burundians by fighting Red Tabara. The only issue we are having in this situation is Rwandan, because they have another agenda. When the whole armed group agreed to join the political process after the meeting of Nairobi, only one decided to be out. We all know M23,
we can guess the reason why they are doing that. So today, the insecurity issue in the eastern part of DRC, it's not just a Congolese problem. Because as I explained you have Ugandan with ADF, you have FDLR, you have all those people of Red Tabara coming from Burundi. And if you listened well, the Vice Prime Minister said that there is a need of dialogue inside Rwanda because all the Hutu people we are having in DRC are not those who are supporting, committing or planning to commit a genocide in the other part. So today, we as country, we are doing our best in forefront, as I was explaining in French. Military, diplomacy, media and justice. And all options are on the table. But we think it's good for us to find a sustainable solution. And the sustainable solution we can find there, we cannot just find that we as DRC. We need at least to have some bridge of conversation with all those countries. Unfortunately, we cannot have this conversation with Rwanda actually because of their bad behavior. But inside the Eastern African community, it's important for us in that level to continue diplomacy, what we are doing now. But don't be, I will share with you, it's not a confidence. One thing is clear, we're going to win this war. It can take time. As now, people are very exhausted and we are understanding that. But we as government, with the President Tshisekedi, we are doing our best. And we're going to see the outcome in the coming months. Okay? Thank you. It will not be long. Hein? I hope it will be long. Hein? I hope it not be will long. We are doing our best to stop this war. Bien sûr. Oui, mais un petit rien là, parce qu'effectivement, il a abordé un problème. Les gens nous disent, pourquoi vous restez à la communauté d'Afrique de l'Est? Oui. Et on voit dans les réseaux sociaux, mais ce serait vraiment un grand cadeau que l'on ferait au Rwanda que de quitter la communauté. Ils vont jubiler, ils vont fêter ces jours-là. Non, il n'y a pas que des raisons qu'on a, il y a des raisons culturelles. Est-ce que vous avez oublié qu'en termes de langues parlées, je crois que le Swahili, parce que le Lingala est parlé partout, le Swahili c'est la deuxième langue nationale. Donc il y a une culture qu'une langue véhicule. Et tous nos compatriotes qui sont là, il y a des mariages mixtes, il y a toute une série, il y a une communauté qui s'est créée au-delà des questions politiques. La guerre va passer. Alors nous allons dire non, allez, clic, clac, on quitte. Mais le Rwandais va dire, mais voilà, on les a chassés. Et voilà. d'ailleurs, je ne vous fais pas une confidence, dans le cadre du front judiciaire, on peut en discuter avec le vice-premier ministre et la ministre d'État, ministre de la Justice. Il y a des mécanismes au sein de l'EAC qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer les Rwandais. Ouais. Et donc, on ne va pas tout mettre à table, mais on verra bien, parce que notre appartenance à cette communauté, nous pensons qu'elle est vitale pour permettre à ces pays de décoller et d'avoir les ouvertures sur toutes les parties du monde. Voilà. Donc, je vous redonnerai le mot de la fin, monsieur le vice-premier ministre, mais je dois répondre à 2-3 préoccupations. D'abord, je voudrais rectifier, j'avais commis un lapsus dans une émission que j'avais faite à Lingala. Plutôt que de parler des raids Tabara, j'ai parlé des Twirwaneho. Les Twirwaneho, qui est un groupe relié au Banyamulenge, cela peut être mal perçu dans un contexte où les mots peuvent compter. Donc c'était un lapsus pour lequel je voudrais faire cette petite rectification. À la question de ONACIS, nous évoluons par étapes, je pense. Il y avait d'abord la visite du pape qui nous a beaucoup occupés. Maintenant, l'objectif, nous avons le président Macron qui arrive, mais nous avons aussi le 25 février, je l'ai annoncé en conseil, le passage du bâton de commandement à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 25. Et donc, pour tous les grands rendez-vous, nous allons répondre présent. Alors, pour répondre à la question d'Innocent Olenga tout à l'heure, il y a eu un véritable engouement autour de la couverture médiatique de l'arrivée du pape. On n'a jamais eu un événement d'une telle ampleur. Et on a accrédité à peu près 400 ou 500 journalistes, je n'ai pas les chiffres exacts. C'était un événement historique pour lequel nous avons donné les meilleurs. Et c'est ici l'occasion de vous remercier parce que vous nous avez honoré
le week-end dernier avec Jésus Noël pour le travail que nous avons fait et pour la manière dont on a collaboré pour assurer la bonne couverture de cet événement. Mais vous savez que peut-être que moi je suis victime de ceux qui vous jalousent ou de ceux qui auraient voulu être avec vous ces jours-là. Parce que ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, j'ai vu un groupe de gens au cabinet en train de gronder. J'étais ici à la RTNC pour la journée de la radio. À mon retour, je demande qui c'était. On me dit que c'est des communicateurs. Là-dedans, je n'ai pas vu un journaliste que je reconnais parce que j'en connais beaucoup des journalistes ici. Dieu seul sait combien j'en connais. Et qui disent réclamer leurs droits. Bon, écoutez, chacun y est allé à sa manière. Je vois sur les réseaux sociaux des gens parler de vol, des gens parler de détournement. Je crois que vous ne me retiendrez pas si cette fois-ci je décide pour la première fois de saisir la justice. Parce qu'on ne peut pas penser détruire les sacrifices que nous avons consentis. Vous avez été témoin à ne pas dormir des heures parce qu'il y a des individus qui pensent que par les menaces et les chantages, ils peuvent obtenir ce qui n'est pas de leur droit parce qu'il faut qu'on établisse qu'ils ont droit à ce qu'ils veulent réclamer. Et donc vous voyez que lorsque nous parlons d'assainissement, le président de la République a parlé de salubrité médiatique, c'était quelque chose de très important. De toute évidence, moi je ne compte jamais sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Vous qui avez été avec nous au début jusqu'à la fin de cette visite, votre témoignage suffira pour que les personnes de bonne foi détruisent ou ne prêtent pas le flanc à ce qui s'est dit. Il faut regarder d'où ça vient et de quelle manière c'est dit. Ça ne reflète pas ni l'esprit du président de la République, ni l'esprit du Premier ministre qui nous ont demandé et qui nous tiennent sur la rigueur. Et c'est ce qui a été observé. C'est pour ça que cela était une réussite. Voilà ma réponse à votre question qui est tombée un peu hors sujet, Monsieur Innocent, je suis désolé. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce que vous avez un petit mot pour terminer? Non, moi ce que je peux dire, c'est ceci. Chaque peuple grandit au gré des combats qu'il mène, au gré des vagues qui sont parfois des véritables tornades, et le tout dépend de la manière dont il résiste. La vie est un combat. Je crois que mes compatriotes, nos compatriotes, ils doivent le savoir. Et je crois que c'est Antoine Saint-Exupéry qui disait que l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Nous sommes dans un processus historique comme tous les peuples du monde. Il n'y a pas, la vie n'est pas une cour, comment dirais-je, une cour de fête. Ce n'est pas un fleuve, un océan tranquille. À tout moment, c'est comme ça. Ce dont vous devez être sûr, c'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est décidé à mettre définitivement fin à la crise sécuritaire au Kivu et à ce cycle d'agression auquel se livre le Rwanda. Le président ne va pas céder, ça vous devez être sûr. Pour lui, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête définitivement. Peut-être que dans le passé, on n'a pas été assez exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des interlocuteurs. On avait des solutions qui, vite fait, ça s'est décomposé. Le deuxième élément d'avoir confiance à l'avenir, c'est votre mobilisation. Il faut dire quand même, quand quelque chose malheur est bon, le patriotisme de Congolais, et là c'est à l'actif, même des présidents qui ont précédé le président Tshisekedi, on sait que chacun de nos présidents, depuis Kasavubu en 1960, s'est battu pour que ce pays reste un seul et même pays, l'unité et l'unicité de la République démocratique du Congo. Et ça, je m'adresse à ceux qui nous livrent bataille, qui nous livrent la guerre, que je ne crois pas qu'ils vont détruire ça. Nous sommes des Congolais, et je termine par ça. Mes chers amis, sachez que vous soyez Luba, Tetela, Tutsi, Mushi, Mukongo, Mwandi, je ne sais pas qui,
Notre destin se jouera toujours dans notre pays, par nos institutions et par nous-mêmes. Tous ceux qui ont la pleine conviction, qui sont des Congolais, ils doivent se mettre ça en tête. C'est comme ça. Des interférences extérieures, c'est l'instrumentalisation de nos compatriotes, de notre peuple. Nous n'accepterons jamais cela. Nous allons gagner. Regardez l'image. Défendons la patrie, Bendel et Kokoyate. Oui, et Kokoyate. Et c'est ça, mon dernier mot. Voilà, merci monsieur le vice-premier ministre, effectivement. Jamais on n'a été aussi bien engagé pour régler de manière définitive la crise à l'Est. C'est une crise qui dure depuis des décennies. Ça prend du temps pour que la solution définitive puisse arriver. Mais soyez comme nous optimistes derrière le président. Et d'ailleurs, monsieur le vice-premier ministre, je vais terminer en rendant hommage à ces hommes et ces femmes des médias, parce qu'ils nous accompagnent dans la stratégie de la défense de la patrie. Ils apportent aussi leur contribution dans ces combats. Parce que Zali Kamba Mabele et Taliba Congolais Nyonso. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.